Aujourd'hui, dans Petit meurtre entre riches, l'héritier d'une fortune se chiffrant en milliards, Une des plus grosses fortunes de l'immobilier à New York. devient un fugitif travesti qui a du sang sur les mains. Il s'habille comme une femme qui sait apparemment s'y prendre pour démembrer les corps. Ensuite, il subventionne très généreusement l'église locale le jour, Il était un pilier de la communauté. et la nuit, il finance le milieu. 6 jours par semaine, il s'adonnait à la cocaïne, aux prostituées. Le 7e jour, c'était l'église, la famille. Je suis Christopher Mason. Dans Petit meurtre entre riches, les fortunes cachent une multitude de péchés, jusqu'à ce qu'un crime ne lève le voile sur un monde de double vie. Descends de là. Laisse-moi. À New York, si on contrôle l'immobilier, on contrôle tout. La politique, les affaires et les vues sur Central Park. Exactement comme Seymour Durst. Seymour Durst, ce n'était pas n'importe qui. Il était considéré comme l'un des 5 plus grands pontes de l'immobilier à New York. La famille Durst est reine de l'immobilier à New York. Manhattan est son royaume, avec des propriétés valant des milliards en argent actuel. Dans les années 1970, l'empereur du royaume, Seymour Durst, prépare son fils aîné, Bobby, à prendre sa succession. Mais l'héritier est réticent. Je veux que tu redéveloppes nos propriétés de la zone ouest. Il a essayé de s'éloigner de la famille Durst dans les années 70. Si c'est trop te demander, je peux m'adresser à Douglas. Mais son père l'a persuadé de revenir à New York. Cependant, le monde des affaires ne convient pas à Bobby. Il est plutôt du genre artiste. Son truc, c'était plutôt la solitude et fumer de l'herbe. Il était renfermé, il restait plutôt dans son coin. Il n'était pas à l'aise en société. Ceux qui connaissent le passé de Bobby et qui savent à quoi il a assisté dans son enfance ne sont pas surpris qu'il ait des problèmes. Les journaux locaux ont assimilé le décès de Berenice Durst à un accident. Mais la famille a révélé par la suite que la mère de Bobby s'était suicidée. Et Bobby, âgé de 7 ans, a assisté au drame. Un drame qui allait le marquer pour le reste de sa vie. En grandissant, et avec l'âge, ses problèmes remontant à l'enfance se sont manifestés. Et manifestés par un sentiment de vengeance. Mais un jour de 1970, une nouvelle femme entre dans la vie de Bobby. Une jeune fille innocente nommée Kathleen McCormack. Contrairement à Berenice Durst, Kathleen n'est pas issue d'une riche famille juive. Elle vient d'une famille ouvrière et catholique, mais comme la mère de Bobby, elle est superbe et il l'adore. Il était épris d'elle, elle était éprise de lui. C'était une vraie histoire d'amour. Gilbert Najami, l'amie de Kathleen, se souvient du coup de foudre qui a rapidement conduit au mariage. Elle attendait chez elle que Robert l'appelle quand il était à New York, et quand le téléphone sonnait, son visage s'illuminait. Ils étaient amoureux. Durant un temps, Bobby et Kathleen vivent un mariage heureux. Ne fais pas ça. Mais il ne faut pas longtemps avant que ce bonheur ne se lézarde. Le mariage était bien parti, puis après 2 ou 3 ans, leur relation a commencé à se dégrader. Et elle a découvert un Bobby différent. Si c'est comme ça, Le mariage des tourtereaux vire à l'aigre lorsque Kathleen fait une affreuse découverte. Bobby a un penchant pour la violence. Ils se disputaient. Les disputes tournaient à l'altercation physique, qui débouchait sur des coups. Des amis voyaient qu'elle avait des bleus sur le corps. tous ses amis savaient qu'elle souffrait de violences domestiques, que Bobby la battait, qu'il la menaçait. Car on était réveillés par le téléphone au milieu de la nuit. Il faut aller voir la police. À quoi bon? En cherchant peut-être d'autres moyens d'exprimer sa colère, Durst entreprend une thérapie du cri primal. Mais ceux qui entendent le cri de ce Bobby Durst sont troublés. Il s'apparente davantage au hurlement d'un animal sauvage qu'à celui d'un être humain. Où tu vas comme ça?
Kathleen menace Bobby de divorce et dit qu'elle veut un arrangement, mais Bobby lui répond qu'elle n'aura pas un sou. Laisse-moi! Elle ne demandait pas beaucoup. Ce n'était pas comme si elle voulait des millions. Kathleen tient le coup jusqu'en janvier 1982. Cathy m'a appelée et m'a dit « Gilberte, il faut que je m'en aille. Il me rend folle. » Kathleen retrouve son amie lors d'un repas avec sa famille. Sujet difficile. Je sais, mais il faut que je m'accroche. Mais la tranquillité ne dure pas. Elle était là depuis 1 heure ou 2 quand le téléphone a sonné. Et c'était Robert. Il hurlait. Tout le monde pouvait l'entendre. Il hurlait. Je dîne avec des amis. Toute ma famille savait qu'il y allait avoir une violente dispute à son retour chez elle. Merci beaucoup. Au moment de partir, Kathleen dit à Gilberte quelque chose qui lui fait froid dans le dos. On était devant l'entrée et elle m'a dit en me regardant droit dans les yeux, « Gilberte, promets-moi que s'il m'arrive quelque chose ce soir, tu me retrouveras. J'ai peur de Bobby. » C'est la dernière fois que Gilberte voit Kathleen. J'ai peur. Je me demande toujours. Je me demande pourquoi je l'ai laissée partir. Pourquoi je n'ai pas appelé pour m'assurer qu'elle était bien rentrée. Il y a tellement de questions. Bobby déclarera par la suite que son épouse et lui se sont disputés, puis qu'il l'a conduite à la gare où elle a pris un train pour Manhattan. C'est Bobby qui, ensuite, 5 jours plus tard, a signalé sa disparition. Une grande recherche a donc été déclenchée, qui a fait la une des journaux, vu qu'il s'agissait de la famille Durst. L'épouse d'un grand ponte de l'immobilier avait disparu, une récompense avait été offerte. Bobby a donné sa version des faits, mais certains détails de son histoire ne tenaient pas et les enquêteurs ont commencé à le soupçonner. Surtout quand ils ont appris qu'il la frappait et qu'elle voulait divorcer. Robert Durst appelle une amie à l'aide, la journaliste Suzanne Berman, pour s'adresser aux médias et à la police. Suzanne Berman était tout le temps aux côtés de Robert et elle le protégeait. Elle l'a protégé jusqu'au bout. Gilberte Najami veut connaître le fin mot de l'histoire sur la disparition de Kathleen. Elle fouille la résidence secondaire de Kathleen et Bobby. Je cherchais en particulier les vêtements que portait Cathy chez moi le dimanche précédent. Je ne les ai pas trouvés. Puis, elle fait une découverte choquante. Son courrier était à la poubelle. Ses vêtements étaient jetés. Ses livres étaient à la poubelle. Il effaçait tous les signes rappelant que Kathleen avait partagé sa vie. Les soupçons pèsent sur Bobby Durst, mais le corps n'est pas retrouvé. Et sans preuve contre lui, la disparition de Kathleen ne fait qu'allonger la liste des personnes disparues. Il faudra attendre 17 ans avant que cette affaire classée ne soit rouverte par un jeune enquêteur enthousiaste qui pense pouvoir prouver que la disparition de Cathy est bien un meurtre. Cet enquêteur veut interroger Suzanne Berman, qui a peut-être couvert le crime, mais il n'en aura jamais la possibilité. Je disais à la police et aux autorités qui voulaient bien m'écouter qu'il fallait interroger Suzanne Berman. Je l'ai dit à la télévision. Je l'ai dit dans un magazine People, dans un numéro paru le 4 décembre 2000. Les enquêteurs se sont rendus en Californie pour l'interroger. Le 24 décembre 2000, Suzanne a été retrouvée morte dans son appartement de Los Angeles. Elle avait été tuée d'1 balle dans la nuque. Ce crime a toutes les caractéristiques d'un contrat, mais quelque chose ne colle pas. Elle ne faisait pas facilement confiance. Elle n'aurait pas laissé un inconnu entrer chez elle. Alors la police a compris qu'il devait s'agir d'un ami, de quelqu'un qu'elle connaissait bien. Elle se dirigeait vers le fond de son appartement. L'assassin la suivait. Il n'a eu qu'à lever la main et à presser la détente. Et elle était morte. Le moment du meurtre est également suspect.
Berman devait être interrogé suite à la réouverture de l'enquête sur la disparition de Kathleen Durst. Sa famille et ses amis ne peuvent croire qu'il s'agit d'une simple coïncidence. Ils ont toujours cru que Susan Berman savait ce qui était arrivé à Cathy. Susan Berman était-elle la femme qui en savait trop? Durst est désormais suspect de la disparition de son épouse et du meurtre de sa meilleure amie. Il nie toute implication dans les deux affaires et disparaît. Mais ce n'est que le début. L'histoire de Bobby Durst est sur le point de prendre une tournure très étrange. Robert Bobby Durst est l'héritier en vue d'une fortune de l'immobilier pesant des milliards de dollars. À présent, il se cache. Il est recherché pour être interrogé par les autorités de l'État de New York sur la disparition de son épouse Kathleen en 1982 et par la police de Los Angeles pour le meurtre de son amie Susan Berman en décembre 2000. Une fois l'info diffusée disant qu'il était à nouveau suspecté dans la disparition de sa femme 18 ans plus tôt, il s'est enfui à Galveston, au Texas. Personne n'a beaucoup vu Durst depuis le meurtre de son amie Susan Berman. Et peut-être que si un proche avait croisé son chemin, il ne l'aurait pas reconnu. Car Bobby s'est drôlement relooké. Lorsque l'on essaie d'éviter des yeux indiscrets, un bon déguisement s'impose. Certains choisissent la moustache et les lunettes noires classiques, d'autres dissimulent leurs traits sous un chapeau à large bord. Bobby Durst opte pour une approche plus théâtrale. Il se transforme en femme sourde-muette. Durst admettra par la suite qu'il n'était pas très doué pour passer pour une femme. Une fois, alors qu'il était dans un bar, il a accidentellement mis le feu à sa perruque. Ça ne fait pas très distingué pour une dame. Bobby se rend à Galveston, au Texas, en décembre 2000 pour se cacher sous l'apparence d'une femme. Mais un corps sans tête est sur le point de jouer un premier rôle dans la plus grande affaire jamais vue à Galveston. J'étais chez moi, j'ai reçu un appel de la police de Galveston me disant qu'on avait trouvé un torse flottant dans la baie. J'ai demandé confirmation pour être sûr que j'avais bien entendu, et je me suis rendu sur place. Il y avait dans la baie un tronc sans tête, ni bras, ni jambes, et on a trouvé d'autres sacs qui flottaient et contenaient des parties de corps humain. Les enquêteurs dépêchés sur les lieux ouvrent les sacs poubelles et trouvent les membres d'un corps. Mais il manque une pièce essentielle à ce puzzle humain, la tête. On avait tout, sauf la tête. On s'est d'abord demandé où cela nous menait, si on allait trouver une piste pour savoir ce qui s'était passé. Puis, dans l'un des sacs se trouve le premier indice pour résoudre l'une des affaires les plus étranges de l'histoire criminelle d'Amérique. Dans l'un des sacs poubelles, il y avait un bout d'enveloppe qui indiquait une résidence d'une avenue de Galveston. La résidence est une petite pension aux chambres bon marché. Les enquêteurs envoient les mains correspondant au corps au légiste pour vérification des empreintes digitales, tandis qu'un agent se rend à la pension. On avait la maison, mais on ne savait pas dans laquelle des 4 chambres on devait chercher. La police interroge les résidents des studios 3 et 4. Mais personne ne répond aux numéros 1 et 2. L'appartement 2 est loué par un retraité de 71 ans, Maurice Black. L'appartement 1 est occupé par une dame âgée, Dorothy Sainer. Puis, les enquêteurs identifient le puzzle humain flottant. On a pu identifier le corps grâce aux empreintes digitales des mains trouvées dans les sacs. Ce corps découpé est celui du résident de l'appartement 2, Maurice Black. Maurice Black est décrit comme un solitaire acariâtre. Il a été arrêté une fois pour avoir menacé de faire sauter les locaux d'une société de services publics car il trouvait ses factures d'électricité trop élevées. Mais comment un vieillard grincheux peut-il finir en morceaux jetés dans la baie?
On avait déjà eu un mandat de perquisition pour l'appartement de Maurice Black à ce moment-là. Et on l'a trouvé complètement nettoyé. Pas une seule empreinte, ce qui était très inhabituel, étant donné qu'il habitait là. Mais il en va autrement dans le couloir. Qui a besoin d'empreintes lorsqu'il y a du sang? Le sang semblait avoir été épongé dans le couloir commun et vers la porte d'entrée de l'appartement 2. Sans le moindre signe de Dorothy Signer, la police craint qu'elle ne soit aussi une victime et fouille donc son appartement. Et le mystère sanglant s'épaissit. Dans l'autre appartement, on a trouvé des entailles dans le lino de la cuisine. On a trouvé des éclaboussures de sang sur le mur. Une fois qu'on a enlevé le lino de la cuisine, on a trouvé une mare de sang dessous. Le studio de Dorothy a l'air d'un abattoir. Mais les analyses démontrent que tout ce sang est celui de Maurice Black. Alors, où est donc la vieille dame paisible? On a trouvé ça dans la poubelle. On a trouvé un reçu d'un opticien local pour des lunettes de vue au nom d'un certain Robert Durst. On s'est demandé qui était Robert Durst. Durst doit venir chercher ses lunettes dans les jours qui suivent. Alors la police monte une souricière et l'interpelle comme suspect de meurtre. Dans la voiture de Durst, les enquêteurs trouvent de multiples preuves le liant à la mort et au démembrement de Maurice Black. Et ils font une autre découverte. En fait, Dorothy Signer n'est autre que Robert Durst. Il n'était pas un maître dans l'art du déguisement. Ça se limitait presque à une perruque. Le 9 octobre 2001, Durst est inculpé de meurtre et placé en détention. Sa caution est fixée à 300 000 $. 99 fois sur 100, 300 000 $ s'avère une somme plus que suffisante pour s'assurer qu'un individu inculpé d'un crime aussi grave qu'un meurtre reste en détention. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est que ce gars-là pouvait sortir cette somme aussi facilement que vous et moi 10 $. Durst passe le coup de téléphone que lui autorise la loi, paye la caution le lendemain, puis il prend la fuite. Bobby Durst est surnommé le premier fugitif milliardaire d'Amérique. Mais sa fortune n'est pas son seul côté unique. Pendant qu'il était en cavale, on a eu toutes sortes de témoignages de gens prétendant l'avoir vu déguisé en femme dans un bar gay, ou l'avoir vu déguisé en femme ici ou là. Toutefois, sa cavale ne dure pas longtemps. Donnez-moi une pièce d'identité. 6 semaines plus tard, il est arrêté en Pennsylvanie pour vol à l'étalage. Robert a volé un pansement. Et en sortant du magasin, un sandwich crudité poulet. Lorsque ce voleur grotesque tend la main vers la boîte à gants, une alarme se déclenche dans la tête de l'agent. Il fouille le véhicule et se félicite d'avoir suivi son instinct. Pas la peine de prendre des risques. La police découvre 2 revolvers chargés, ainsi que la pièce d'identité de Maurice Black, près de 40 000 $ en espèces et un sac de marijuana. Pourquoi tout ce cirque, monsieur l'agent? Le milliardaire avait 40 000 $ dans la voiture. Il en avait 500 dans la poche. Et il s'est fait prendre en volant un sparadrap. Et je me suis dit, quelle fin appropriée à sa cavale. Durst est arrêté, puis extradé à Galveston, au Texas. Cette fois, la caution est fixée à 1 milliard de $. Une somme plus difficile à se faire envoyer. En septembre 2003, Durst est enfin jugé pour le meurtre de Maurice Black. Du côté de la partie civile, le cas semble limpide. Je pensais vraiment que les preuves étaient accablantes, qu'il allait être condamné. Mais Bobby Durst ne se rend pas sans combattre. Il a engagé les ténors du barreau. Il a engagé les meilleurs juristes, les meilleurs avocats en droit pénal de tout le Texas. Durst reconnaît avoir tué son voisin Maurice Black, mais prétend que c'était de la légitime défense. Il déclare qu'en rentrant chez lui un jour, il a trouvé Black dans son studio, un pistolet à la main. C'est quoi ce flingue? Tu veux que je te bute avec? Une lutte s'en est suivie, un coup est parti tout seul et Black a reçu la balle dans le visage.
La défense prétend que Durst a alors paniqué et craignant que cet incident ne passe pour le meurtre délibéré de Black, il a, dans un état second, découpé le corps avant de s'en débarrasser. Mais se basant sur le rapport de l'autopsie de Maurice Black, l'accusation affirme que le démembrement n'est pas l'œuvre d'un individu en proie à la panique. Les coupes des bras, des jambes et du cou étaient très propres. Elles avaient presque l'air d'un travail de professionnel. Pas le moindre coup, c'était chirurgical. Il a calmement et méthodiquement découpé Maurice avant de l'emballer comme un quartier de viande. L'accusation argumente que Durst avait prévu de tuer Black car il voulait usurper son identité pour s'enfuir. Il avait planifié son départ. Il avait retiré de grosses sommes d'argent pour voyager. Il avait acheté la scie à archet au moins 7 jours avant le meurtre. Après 2 mois de procès et 5 jours de délibération, le jury rend un verdict qui choque tout le monde. Bobby Durst est non coupable. Je me souviens avoir regardé M. Durst quand le jury l'a déclaré non coupable. Il a fermé les yeux un instant et il est resté bouche bée quelques secondes. Quand les jurés s'expriment devant les médias à la suite du procès, ils révèlent la faiblesse capitale du dossier de l'accusation. Il est impossible de prouver qu'il ne s'agissait pas de légitime défense. Comme il est seulement inculpé de meurtre, le jury n'a d'autre choix que de le déclarer non coupable. Au final, Bobby Durst fait quelques années de prison pour détention d'armes et défaut de comparution. Pour le démembrement de Maurice Black, il est reconnu coupable d'altération de preuves. À sa sortie de prison, Bob a suivi un cours de cuisine dans une école culinaire de Houston dirigée par la mère d'une de mes amies. Le thème du cours ? L'art de la découpe. Voici la sinistre plaisanterie qui courait alors. Il sait déjà découper, il doit maintenant apprendre à tailler des filets. Après sa période de mise à l'épreuve, Durst revient à New York reprendre sa vie. La disparition de son ancienne femme Kathleen reste non élucidée. Sa meilleure amie, Gilbert Najami, n'abandonnera jamais sa quête de la vérité. Quand Cathy m'a fait promettre de la retrouver, je ne savais pas du tout dans quoi je m'engageais. Je fais de mon mieux pour tenir ma promesse. Tout de suite, dans Petit meurtre entre riches, parfois la robe immaculée d'un saint C'était un pilier de la communauté. cache les péchés sanglants d'un homme. Il voulait du plaisir, il voulait de la cocaïne, il voulait des prostituées. L'expression « homme d'affaires millionnaire » évoque des voitures de luxe, des jets privés, des week-ends dans des country clubs, et pas des maisons de retraite ou des églises. C'est pourtant tout ce qui caractérise cet homme. Helmut Buxbaum est un pratiquant dévot et possède un empire de maisons de retraite estimé à 22 millions de dollars dans l'Ontario, au Canada. Il a dit un jour à quelqu'un de sa famille, « Je ne serai pas pauvre, j'aurai des gens qui travailleront pour moi. » Il est arrivé au Canada à la fin des années 50 avec 5 $ en poche et vers le milieu des années 80, il avait un empire pesant 22 millions de dollars. Une bien belle réussite, pour être honnête. Mon père a travaillé très dur. Parfois, il travaillait 16-18 heures par jour. Mais comme se rappelle Philippe, le troisième fils d'Helmut, même quand l'entreprise devenait un empire, ce père travailleur n'affichait aucun luxe ostentatoire. J'ai su qu'on était riche seulement vers mes 15 ans. Je ne m'en doutais pas, car on vivait normalement. Et s'occuper des personnes âgées n'est pas une activité glamour. Ce n'est pas sexy, les maisons de retraite. Ce n'est pas comme forer des puits de pétrole et s'enrichir aussitôt qu'ils produisent. Ce n'est pas comme chercher de l'or, comme l'a fait un de mes grands-oncles, et trouver son Eldorado. Et c'est probablement très bien comme ça, car Helmut vient d'un milieu religieux très strict où le terme « sexy » est un gros mot. En fait, religion est le deuxième prénom d'Helmut. Littéralement, c'est True God, qui signifie « Dieu est fidèle ». Helmut Buxbaum était quelqu'un qui avait des inscriptions religieuses sur ses cartes de visite.
sur le portail de sa maison. Son nom était gravé sur une plaque à l'église comme bienfaiteur de la paroisse. Chaque année, Helmut donne entre 200 000 et 400 000 dollars à l'église du village de Komoka, où il habite avec son épouse Anna et leurs 6 enfants. C'était un pilier de la communauté. Il était très aimable, très dévoué à sa famille. L'épouse d'Helmut, Anna Buxbaum, est un parangon d'esprit chrétien. Je dirais que dans la communauté, elle avait l'image d'une sainte. Il semblait être une famille modèle. Tout cela semble un peu trop parfait, voyez-vous. D'après mon expérience, plus la porte du placard est propre, plus le cadavre à l'intérieur est sordide. Helmut Dieu et fidèle Buxbaum aurait-il une face sombre? Helmut, ça va bien? Oui, oui, ça va. Il pensait que s'il travaillait dur, croyait en Dieu, faisait du bien, se consacrait à sa famille et était un pilier de sa paroisse, alors il pouvait se laisser tenter de temps en temps. Et finalement, de temps en temps, est devenu encore et encore et encore. Certains se laissent tenter par du chocolat, mais Helmut a une autre sorte de plaisir coupable. Il n'était pas du genre à collectionner les timbres. Il aimait les prostituées. Il aimait la cocaïne. Tout commence avec de la pornographie. Mais lors de sa première visite dans une maison close, Helmut découvre ce que des femmes sont réellement prêtes à faire avec un homme fortuné. Surtout ne fais jamais d'enfant, ça détruirait ton corps de rêve. Et il aime ça. Beaucoup. Les prostituées et les dealers aiment ça aussi. Le flot d'argent de leurs nouveaux clients semble ne jamais se tarir. Il dépensait de l'argent pour de la coke, de l'argent pour les femmes. Ta dope. Ils adoraient ça. Ils tenaient un multimillionnaire dans leurs griffes. Mais Helmut ne fréquente pas des lupanars huppés. Il préfère les boîtes de striptease miteuses des bas-fonds de London, dans l'Ontario. C'est un homme qui aurait pu louer un jet privé pour aller à Las Vegas, prendre une suite dans le meilleur hôtel, sniffer de la cocaïne dans des plats en cristal et se payer les plus belles prostituées du monde. Cela ne lui aurait rien coûté comparé à tout ce qu'il gagnait. Et il ne l'a pas fait. Cependant, Helmut entretient son image de grand dévot à l'église. Je ne peux même pas imaginer comment il pouvait s'asseoir sur le banc de l'église, puis aller au bar et avoir une conversation. Ce sont deux mondes différents, et il était à l'aise dans les deux. Helmut mène une double vie. Mais en bon chrétien, il confesse ses péchés à son épouse Anna. Il sait qu'elle aura le cœur de lui pardonner. Il lui confiait qu'il voyait des prostituées, qu'il prenait de la cocaïne, qu'il fréquentait des gens louches, et elle lui pardonnait encore et toujours. Mais que pense le Tout-Puissant de ces agissements? Quand Helmut souffre d'une attaque juste quelques semaines après son 43e anniversaire, Anna se demande si c'est un châtiment de Dieu. Peut-être que ce pilier de la communauté va désormais commencer à mieux se conduire. Vraiment? Helmut Buxbaum était un jeune homme pauvre et croyant qui est allé chercher fortune au Canada et qui l'a trouvé. Il possède un empire de 22 millions de dollars dans les maisons de retraite. Il est aussi un pilier de sa paroisse à Komoka, dans l'Ontario. Mais cette apparence de saint masque des démons intérieurs. Il voulait du plaisir, il voulait de la cocaïne, il voulait des prostituées. Il a souffert d'une attaque et après un long séjour à l'hôpital, il a de la chance d'être toujours en vie. Comme un éclair envoyé par les cieux, il s'agissait sûrement d'une sonnette d'alarme pour qu'il s'achète une conduite. Ou alors, était-ce un signe pour qu'il prenne son pied tant qu'il le pouvait? Helmut a préféré la deuxième option.
Il a commencé à devenir quelqu'un d'autre, une sorte de sauvage sans aucun contrôle, qui ferait tout ce qu'il voulait, quand il le voulait et aussi longtemps qu'il le voulait. Bonne cam, non? Ah, je suis vivant! C'était comme un régulateur, cette petite pièce d'un moteur qui évite la surchauffe ou le surrégime. Ce régulateur qui faisait penser « Oh, je ne peux pas faire ça ». C'était comme s'il était hors service. Et soudain, il s'est totalement adonné à la débauche. Il n'essayait même plus de se cacher. Helmut dépense plus que jamais en prostituées et en drogue. Et les individus louches auxquels il a affaire sont trop contents de fourguer leurs marchandises illicites. Pour le dealer et proxénète Squirrel Barrett, Helmut est une véritable poule aux œufs d'or. Squirrel Barrett, le principal fournisseur, vivait au crochet de Buxbaum. Il l'arnaquait sur chaque vente de drogue, il en gardait une partie pour lui. C'était très lucratif. Et il disait à tous ses amis de ce milieu malfamé, « Ce gars est plein aux as. Il peut nous rapporter gros. Il nous faut plus de cam pour lui. » Dans le même temps, Helmut s'efforce de donner encore plus que d'habitude à son église. L'argent achète des amitiés chez les voyous et il achète des amitiés dans d'autres cercles. Rien ne l'entravant, Helmut s'enfonce de plus en plus dans le monde obscur du vice. Il emmenait des prostituées dans un palace. Il s'injectait d'énormes quantités de cocaïne. Il finançait une bonne partie de la prostitution et du trafic de drogue de London dans l'Ontario. Il ne se contrôlait plus. Et les répercussions de la vie de débauche d'Helmut sont ressenties au foyer par son épouse qui endure ce long calvaire. Juste par précaution. Non, Helmut. Pas encore. Il attrapait des maladies vénériennes, les transmettait à sa femme, puis il lui disait qu'il valait mieux qu'elle aussi prenne tel cachet. Ça n'arrive pas aux gens bien. En l'espace d'un an, $1 million a été prélevé sur les comptes des compagnies et s'est évaporé. Il n'y a pas que toi. Il y a moi, il y a les enfants. Anna a découvert ça et elle avait peur. Elle a dit, Helmut, c'est l'avenir de notre famille, de nos enfants que tu menaces. Tu ne peux pas gaspiller tout ça. Anna craint peut-être Dieu, mais elle ne craint pas les voyous. Elle va trouver le fournisseur d'Helmut. Ma mère est allée trouver ses dealers et leur a dit que s'ils ne laissaient pas son mari tranquille, elle allait tous les dénoncer à la police. Les dealers ne veulent pas perdre leurs clients millionnaires. Ils ne voulaient pas perdre leur filon. Ils faisaient de lui ce qu'ils voulaient, excepté qu'elle interférait. Helmut aussi en veut à Anna, qui essaye de le priver de bon temps. Son épouse casse-pied le fatiguait. Mais le divorce n'est pas envisageable. Il était un self-made man. Alors céder la moitié de ce qu'il avait acquis, perdre sa femme et sans doute l'affection de ses enfants, c'était inconcevable. Il ne ferait pas ça. Tout ne va pas pour le mieux sous le toit des Buxbaum. Mais en juillet 1984, Roy, le neveu d'Helmut qui vivait en Colombie-Britannique, vient leur rendre visite. Le couple déchiré fait bonne figure et part à l'aéroport de Toronto le chercher. Le jeune Roy va regretter d'être venu. Anna et Helmut Buxbaum quittent l'aéroport dans leur véhicule. Le neveu, Roy Buxbaum, est assis à l'arrière. Le couple est allé le chercher et ils repartent tous à Komoka. Ils sont sur la route, ils sont fatigués, il fait chaud. Helmut voit un véhicule arrêté plus loin. La voiture semble en panne. Et Helmut insiste pour s'arrêter afin d'aider. C'est une erreur fatale. Couche-toi, allez! Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Un braqueur apparemment sous l'emprise de la drogue exige leur argent liquide et les bijoux. Mais il semble soudain perdre patience et extirpe Anna du véhicule. À genoux! Puis, quelques secondes après, il l'abat. Pitié! Je vous en prie! Il a tiré 3 balles. Une dans la tempe, qui lui a explosé le cerveau,
une autre qui l'a touché dans le bras et la troisième qui l'a manqué. L'assassin s'enfuit avant qu'Helmut ne puisse arrêter un véhicule qui passe. Mais pour Anna Boxbaum, il est trop tard. Elle était recroquevillée dans le fossé et a vite rendu son dernier soupir. Elle est morte là, au bord de la route. La police arrive sur les lieux. Helmut dit aux agents qu'il s'agit d'un braquage qui a mal tourné. Mais ces derniers sont étonnés. Comment un petit braquage peut-il virer à une exécution? Et pourquoi Anna? Quel intérêt de tuer Anna? Il n'y a pas eu de résistance, il n'y a pas eu lutte pour empêcher le vol. Alors pourquoi tuer la femme qui, normalement, ne constituait pas une menace? Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Allez, sors de là-dedans! Il a fait fortune dans les maisons de retraite. Elle est juste celle qui vit à ses côtés. À genoux! À genoux! Quelque chose ne colle pas. Et tout le monde se pose une question. Que s'est-il vraiment passé? Avant la fin de la journée du lendemain, une piste va mener les enquêteurs à des réponses stupéfiantes. Le dévot et mania millionnaire des maisons de retraite, Helmut Boxbaum, mène une double vie. 6 jours par semaine, il s'adonnait à la cocaïne, aux prostituées. Le 7e jour, c'était l'église, la famille. Lorsque son adorable épouse Anna est abattue sur le bord de la route, Helmut dit aux enquêteurs qu'il s'agit d'un braquage qui a mal tourné. Mais de nombreuses questions demeurent. Comment un braquage peut-il mal tourner au point de tuer quelqu'un d'une balle dans la tête? Les agents trouvent curieux le manque apparent de douleur chez Helmut. Il ne se comportait pas comme un mari accablé de chagrin. Helmut reconnaît qu'il n'a rien fait pour protéger son épouse du braqueur. C'était une sainte, et il est resté là à regarder une sainte se faire tuer. Puis, le soir suivant le meurtre, la police a du nouveau. On a eu une info disant qu'un homme avait rencontré Helmut Boxbaum à l'aéroport de Toronto. L'homme non identifié est arrêté à Toronto, en possession de cocaïne. Il s'agit de Robert Squirrel Barrett, le dealer d'Helmut. La police apprend alors qu'Helmut se drogue et fréquente des prostituées. Anna aurait-elle été victime d'une guerre du milieu? Puis, nouveau tournant dans l'enquête. Un agent de patrouille dit qu'Anna et Helmut s'étaient déjà arrêtés ce jour-là de l'autre côté de la route pour le même véhicule bleu quelques heures avant le meurtre. Pourquoi Helmut s'arrêterait-il 2 fois le même jour pour le même véhicule, à moins d'avoir une bonne raison? Je m'arrête toujours dans ces cas-là. Les enquêteurs emmènent Boxbaum pour interrogatoire. Vers le milieu de l'interrogatoire, on a eu la certitude que cet homme nous mentait. Et avec toutes les preuves qu'on avait rassemblées jusque-là, on avait de bonnes raisons de penser qu'il était en fait impliqué dans le meurtre de sa femme. Alors il a été arrêté, inculpé d'homicide volontaire et mis en cellule le jour même. Ce même jour, le dealer d'Helmut, Squirrel Barrett, est lui aussi interrogé. Et cette fois, il chante comme un pinson. Il admet qu'Helmut le tarabuste depuis des mois pour qu'il s'occupe de sa femme devenue gênante. Comme Anna lui met la pression et qu'elle interfère de plus en plus dans sa vie de débauche, il réalise que le bon temps risque de prendre fin. « Hé les gars, ma femme fait des problèmes et le filon va se tarir si vous ne m'aidez pas à me débarrasser d'elle. » Environ 2 semaines plus tard, la police appréhende le tueur que Squirrel a engagé pour le contrat et commence à obtenir les réponses qu'elle cherche sur ce qui s'est vraiment produit ce jour-là. Le tueur devait attendre sur le bas-côté de la nationale menant à Toronto. Helmut Boxbaum devait s'arrêter derrière son véhicule, qui était censé être en panne. Ceci, explique le tueur, concerne la tentative du matin qui a avorté avec l'arrivée de l'agent de patrouille. Puis, Boxbaum a appelé Squirrel depuis l'aéroport de Toronto pour organiser une autre tentative. Il a de la glace qui coule dans les veines. Pas une, mais 2 fois dans la même journée, il livre son épouse aux mains du tueur. Aide-moi! Viens!
La deuxième fois, personne ne vient au secours d'Anna, pas même son propre mari. À genoux! Elle regarde son mari pour qu'il l'aide. Et il reste là, passif, à ne rien faire. Alors elle comprend. Chérie, pitié, non, pas comme ça. Elle supplie son mari. Non, Helmut! Pas comme ça! Anna Buxbaum se rend compte avec effroi que son propre époux a planifié son exécution. Elle savait qu'elle allait mourir. Et elle savait que son mari avait tout organisé. Ça doit être une horrible pensée à emporter dans la tombe. Elle s'est tournée vers le tueur. Elle lui a dit « Non, pitié, j'ai 6 enfants. Pitié, ne faites pas ça. » Voyant que le mari ne se manifestait pas, que la femme le suppliait de ne pas la tuer, le tueur s'est adressé au mari et lui a dit « C'est toi que je devrais buter, ordure !» Quand un tueur à gages minable vous regarde avec dégoût, vous savez que vous avez touché le fond. Mais les enquêteurs découvrent ensuite qu'Helmut Buxbaum s'est enfoncé encore plus. Il s'avère qu'il s'est arrangé pour profiter de la mort de sa femme. Quelques mois avant le meurtre, il a souscrit une assurance vie au nom d'Anna pour $1 million. Une fois payé le tarif négocié de $25 000 pour le meurtre de son épouse, le versement de l'assurance vie aurait laissé à Helmut un joli bénéfice de $975 000. Je n'arrive pas à imaginer ça, tout ce côté glacial, impitoyable. En octobre 1985, Helmut Buxbaum est jugé pour meurtre avec préméditation. Et le défilé de fripouilles qui témoignent jette l'opprobre sur l'infâme client millionnaire. Helmut Buxbaum est condamné à la détention à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 25 ans. Finalement, 2 ans avant de pouvoir formuler sa première demande de liberté conditionnelle, Helmut meurt en prison d'un infarctus. On peut imaginer qu'au moment de rendre l'âme, une question a dû lui traverser l'esprit. Partait-il au paradis ou en enfer? En novembre 2007, Helmut est inhumé auprès de son épouse Anna dans le cimetière de Komoka dans l'Ontario. Sur leur pierre tombale est gravé un passage du livre des Révélations. Leurs œuvres les suivent. Pour certains, les péchés mortels que sont la luxure et le meurtre ne mènent qu'à la damnation. Mais le fils d'Helmut, Philippe Buxbaum, croit que sa sainte mère Anna a toujours le cœur à pardonner. Il repose avec ma mère maintenant. C'est ce qu'elle aurait voulu. Elle aurait voulu que son Helmut lui revienne. De toutes ses forces. Helmut Buxbaum et Robert Durst, 2 multimillionnaires au succès sans limite. Et tous deux se sont fourvoyés dans des impasses au gré de sombres méfaits et de désirs inavouables. Ils ont fui les projecteurs pour essayer de dissimuler leurs péchés mortels. Mais leur badinage avec le meurtre a exposé les détails sordides de leur double vie. C'était Christopher Mason. À bientôt dans Petit meurtre entre riches.